donc nous avons vu des théories qui appartiennent à ce qu'on appelle la théorie du contenu. C'est essentiellement les auteurs, c'était Maslow, Mayo, Elton Mayo, Herzberg, McGregor, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette théorie? Ou bien quel est le domaine d'étude de cette théorie ou bien de ces théories? Pour la Donc nous avons... motivation. Oui, C'est oui, quoi la on parle... motivation? C'est très bien. Les principaux auteurs qui sont Maslow, Elton Mayo, Herzberg, McGregor. Ils aident les auteurs, ils essaient de comprendre qu'est-ce que c'est que la motivation, de quoi la motivation elle est faite, d'accord? Et justement, qu'est-ce qui motive les individus? Et quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui motivent les collaborateurs au sein d'une entreprise? On appelle toutes les théories, que ce soit de Herzberg, Elton Mayo, Maslow, McGregor, on les classe dans ce qu'on appelle la théorie du contenu. On essaie de comprendre le contenu de la motivation. Quelle est cette motivation? Quels sont les facteurs? Quels sont les éléments qui motivent nos collaborateurs? Deuxième type de théorie, ce qu'on appelle la théorie du processus. D'accord? Et les principaux auteurs sont Vroom et Adams, vous vous rappelez bien. Et la question à laquelle il essaie les auteurs de répondre, c'est le comment. D'accord? Autrement dit, quel est le processus qui crée la motivation? Les auteurs, ils n'essaient pas de comprendre qu'est-ce que c'est que la motivation. Non, ils essaient de comprendre quel est le processus qui crée la motivation chez l'individu. Comment les personnes se motivent ou se démotivent au travail. Donc, vous voyez, donc il y a deux types d'auteurs, ou bien, je peux dire deux écoles. La première école essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette motivation, le comment, pardon, le contenu de cette motivation, quels sont les principaux éléments d'ILH, etc. Et la deuxième école essaie de comprendre le comment, le processus. D'accord? On va commencer par l'élément, on va continuer ou bien passer par l'élément 2, l'élément 3, etc. D'accord? Pour arriver à la motivation. Donc, le processus chez les individus, les auteurs comme Vroom et Adams essaient de répondre à la question. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il faut bien mettre en tête les deux, la classification parce qu'elle est très très importante pour pouvoir comprendre ce que c'est que la motivation. Ma question, par exemple, Maslow, qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à la motivation? Le pyramide de Maslow. Donc, il a conçu ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Maslow, ou bien la pyramide des besoins. Ça dépend des appellations. Identifier les besoins. Bien sûr, on identifie les besoins de chaque individu. Houa Maslow, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de hiérarchiser, d'accord, de classifier, de classer les besoins en fonction de leur importance. Bien sûr, il y a une priorité, d'accord? La première, le premier besoin de base chez l'individu, ou bien chez l'être humain en général, qu'est-ce que c'est? C'est les besoins. Les besoins physiologiques. Effectivement, c'est les besoins physiologiques, tout ce qui se rapporte au corps humain, le sommeil, le repos, etc. Donc, on a les besoins physiologiques. On continue. Donc, nous avons un niveau supérieur, le besoin. Oui, le besoin de sécurité. Oui, très bien. De sécurité, d'accord. Après avoir satisfait notre besoin physiologique, on passe à la satisfaction d'un autre besoin qui est le besoin de sécurité, d'accord? L'être humain se sent ou bien a besoin d'être ou bien de sentir la sécurité dans son milieu proche, d'accord? Puis, on passe à notre besoin. Besoin d'appartenance. Effectivement, on passe au besoin d'appartenance à un groupe ou bien à une communauté. Donc, l'être humain a besoin d'être membre d'une équipe, d'une famille, d'une classe sociale, etc. Donc, c'est un autre niveau
de besoins chez l'être humain. Oui, après, Besoin Les d'estime. besoins d'estime. oui. Donc, l'être humain, après avoir réalisé ou bien satisfait les trois besoins inférieurs, il passe à un niveau supérieur, les le besoin d'estime. Chacun de nous a besoin d'être estimé au sein de ce groupe, au sein d'une communauté, au sein de sa famille. Il essaie d'avoir ou bien de chercher l'estime, de chercher le respect auprès des gens qui l'entourent, par exemple la famille, les amis, les supérieurs hiérarchiques au sein de l'entreprise, etc. Et finalement, Besoin d'accomplir. il y a ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement, d'accomplir les objectifs, c'est tout simplement l'être humain a un besoin qui est suprême, c'est le besoin d'accomplir les objectifs. Et vous vous rappelez bien, j'ai dit que Maslow, il a parlé d'un principe au sein de cette pyramide. Quel est ce principe? La hiérarchique du besoin. Effectivement, donc la hiérarchisation des besoins, autrement dit, on Nous ne avons peut besoin impuissant. Alors, nous n'avons pas le besoin de sécurité, etc. effectivement. Donc on ne peut pas réaliser un besoin supérieur sans avoir réalisé au préalable le besoin qui est inférieur. D'accord? On ne peut pas bien satisfaire le besoin d'accomplissement alors qu'on n'a pas déjà réalisé des objectifs inférieurs, sécurité, d'appartenance, etc. Donc c'est un principe très important qui a été mis par Maslow. Et bien sûr, il y a d'autres, par exemple Mario, Elton Mario, parce qu'il a fait des études sur des ouvrières à l'usine de Western Electric à Chicago. Il a essayé de prouver que l'être humain a besoin d'autres éléments autres que le salaire, par exemple, ou bien les conditions de travail pour accomplir ou bien pour améliorer sa productivité. Elton Mayo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que bien sûr, après avoir fait l'étude à les ouvrières, il a trouvé que il a fait une expérience chez les ouvrières et il a trouvé une chose très très importante, c'est que l'élément immatériel ou bien l'élément de reconnaissance, il est très important pour ces ouvrières pour réaliser des objectifs ou bien réaliser un rendement meilleur. Alors que, vous vous rappelez bien, l'école classique, Taylor, il dit que l'être humain accroît sa productivité ou bien son rendement uniquement en ayant un salaire. Le salaire, c'est le seul élément de motivation. Alors que Mayo, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir fait l'expérience, qu'il y a d'autres éléments autres que l'élément matériel, d'accord, qui motivent les gens en général. Très bien. Vous vous rappelez que la majorité les auteurs de l'école des relations humaines sont essentiellement des psychologues, des sociologues, etc. Mayo, la même chose, et Maslow, Herzberg, etc. Très bien, pour Maslow, nous avons déjà parlé de la pyramide de Maslow, les types donc les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et enfin de s'accomplir. D'accord? Très bien, on ne va pas entrer dans les détails parce que nous avons vu tout ça. Herzberg, qu'est-ce qu'il a dit? Herzberg, il a pris le modèle de Maslow. D'accord? Et il l'a développé. Effectivement, ce qu'on appelle la théorie des facteurs d'hygiène et de motivation. C'est pratiquement le même principe que la pyramide de Maslow. Donc, la même chose, Herzberg, c'est un psychologue, d'accord? Généralement, il y a des psychologues ou les sociologues dans les années 40, 30, 40, 50, même 60, se sont penchés pour comprendre les réactions des êtres humains au sein d'une organisation. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la motivation. Donc, Herzberg est un psychologue américain, a tenté de repérer les éléments de satisfaction et d'insatisfaction
au travail. Ainsi, dans sa théorie, il distingue deux types de facteurs. Donc, nous avons dit le premier facteur, c'est le facteur d'hygiène, et le deuxième facteur, le facteur de motivation. Donc, quels sont les facteurs d'hygiène? On a généralement des facteurs qui sont liés directement à l'environnement de travail en termes de salaire, d'œuvres sociales, tout ce qui concerne les actions sociales, les excursions, les dons, etc., du système d'information, de communication ou de l'ambiance au travail, ou bien de travail, le bruit, la chaleur. Donc, pour Herzberg, qu'est-ce qu'il dit? Franchement, qu'il y a deux facteurs qui motivent les gens. Mais il ne les a pas classés par ordre comme Maslow, il y a un besoin physiologique, etc. Mais il les a classés en deux types, deux catégories. Facteurs d'hygiène, tout ce qui concerne les conditions de travail, par exemple une ouvrière dans une usine de textile, donc un environnement de travail, il y a la chaleur, peut-être la lumière, peut-être le bruit. Donc les facteurs, c'est eux qui motivent l'être humain. Et il y a une autre catégorie, il y a les facteurs de motivation. D'accord? Les facteurs de motivation, ils sont à la différence des facteurs d'hygiène, ils sont relatifs au contenu du travail. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre tâche? Quelle est votre responsabilité? Est-ce que vous avez une autonomie? D'accord? Une autonomie dans la prise de décision, dans l'organisation de votre travail, ou une autonomie au sein de votre poste. D'accord? Ou bien non? Est-ce que vous avez un niveau de responsabilité respectable? Ou là, tu ne peux pas prendre des décisions sans revenir à votre chef hiérarchique, etc. Est-ce que vous avez une possibilité d'évolution professionnelle ou bien de développement de votre carrière ou bien non? D'accord? Ce sont des facteurs qui relèvent de l'épanouissement de l'individu. Donc, l'individu, pour résumer ce qu'a dit Herzberg, l'individu il est motivé par deux catégories de facteurs. Les facteurs d'hygiène en relation avec le travail, salaire, ambiance de travail, etc. Et les facteurs de motivation qui sont en relation avec le contenu de son travail. Bien. Et nous avons vu, est-ce que vous vous rappelez de MacGregor? Quelle est la théorie de MacGregor? La méthode de X et Y. Donc, qu'est-ce qu'il a dit MacGregor? Il a parlé d'une théorie qu'il a appelée théorie X et Y. Vous pouvez m'expliquer la théorie brièvement? Monsieur, Oui. Oui, allez-y. la théorie X personnelle qui évite la responsabilité. ما كيبغيش Oui, tu as raison, oui. Ou la théorie X, personne qui Y. Y. Oui, effectivement. Donc MacGregor, il a d'ailleurs toujours, ce sont les psychologues, en plus qu'il est psychologue, il est économiste, d'accord? C'est un Américain lui aussi. La majorité des auteurs sont des Américains ou bien des Australiens. Donc MacGregor, il a trouvé ou bien il a conçu une théorie qu'il a appelée théorie XY dans les années 60. Cette théorie se rapporte à la gestion des ressources humaines et plus précisément au comportement organisationnel. Très bien. MacGregor, il a dit qu'il y a deux types de personnes, deux types d'employés, deux types de collaborateurs. Il y a ceux qu'on peut les classer dans la théorie X. Pour lui, l'employé moyen a une aversion pour le travail et mettra tout son œuvre pour l'éviter. Autrement dit, pour MacGregor, les gens qui appartiennent à cette catégorie n'aiment pas le travail, ils essaient de fuir le travail, d'éviter les responsabilités. D'ailleurs, on le trouve dans les entreprises qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les responsabilités, n'aiment pas un autre travail, par exemple une autre tâche. Donc, il essaie d'éviter le travail parce que c'est comme ça. Donc, ça dépend de la psychologie des gens, du niveau de motivation de chacun, etc. Par rapport aux caractéristiques de cette catégorie, les personnes
évite les initiatives personnelles. Jamais vous les trouverez proposer une idée nouvelle ou bien essayer de proposer à leur chef de faire un travail supplémentaire. Donc, ils ne vont jamais faire ça. Il évite les responsabilités, cherche la sécurité. Donc, si vous lui proposez maintenant à la personne de prendre une responsabilité d'une entité, une nouvelle entité, un service, un poste, il essaie de fuir ou bien d'éviter ou bien de refuser cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il cherche la sécurité. Le milieu où il travaille depuis 10 ans, 20 ans, donc il essaie de rester jusqu'à la fin de sa mission liée à la retraite. Donc il n'aime pas, surtout, c'est très important, les gens, ils n'aiment pas le changement. D'ailleurs, lorsqu'une entreprise essaie de faire un changement organisationnel, je dis n'importe quoi, essaie de changer les méthodes de travail, peut-être changer le logiciel avec quoi on travaille. Donc, les gens, ce sont des gens qui résistent le plus à ce changement parce que les gens essaient de garder le niveau de sécurité au sein de leur travail. Très bien. McGregor, il a aussi préconisé des modes d'organisation à adopter. Autrement dit, face à ces ou bien pour gérer ces personnes, il y a un mode d'organisation qu'il faut adopter pour les gérer. On ne peut pas les licencier, on ne peut pas vraiment là, mais il y a une méthode pour les gérer. Très bien. Donc, les gens, ils sont des personnes qui travaillent après une contrainte, que ce soit le contrôle, la sanction. Donc, pour amener ces personnes à travailler plus, à donner plus, il faut faire un contrôle. Il ne faut pas les laisser comme ça, sans contrôle, sans pouvoir disciplinaire, ça veut dire les sanctionner s'ils ne font pas leur travail. Donc, c'est le mode d'organisation qu'il faut adopter. Il ne faut pas les laisser comme ça, autonomes. Ils ont besoin de directives strictes. Toujours, il faut leur donner des ordres. Il faut les guider, tout simplement. Ils ont besoin de se sentir dirigés par quelqu'un d'autre. Donc, ils ne vont jamais prendre des initiatives personnelles. Le mode d'organisation, on le fait pour atteindre les objectifs de l'organisation. Très bien. Mais comment on va pouvoir réaliser le mode d'organisation? Mais il y a des moyens. Par exemple, il faut mettre des règlements, des lois, des notes de service, d'accord, etc. Des modes opératoires, ça veut dire la façon avec laquelle il va travailler, d'accord. Il faut le guider. Il faut diviser les tâches. Il ne faut pas leur laisser une tâche énorme. Il faut la diviser parce que tout simplement, il ne va pas la faire parce que c'est une tâche qui sera très compliquée. Donc, il faut faire une division des tâches. Et bien sûr, il faut faire un contrôle systématique, tout simplement en faisant une direction autoritaire face à ces personnes. De l'autre côté, il y a les gens qui appartiennent à cette catégorie Y. Pour McGregor, l'employé moyen n'a pas d'aversion innée pour le travail qu'il ne considère ni agréable ni déplaisant. Donc pour ces gens-là, ils ont une prédisposition à travailler sans être contrôlés. D'accord? La qu'on a contrôlé ou la dirigé, ils ont cette autonomie. هادوما les caractéristiques ديالهم هاد les personnes. Donc son attitude de la personne, son attitude au travail dépend de l'expérience. Il sera conduit à l'apprécier. Il peut s'investir au travail si ses résultats sont récompensés, à des conditions. Il a des possibilités d'imagination et de créativité dans son travail. Donc, les personnes essaient d'apporter quelque chose de nouveau. Ils ne font pas leur travail d'une façon monotone, déjà figée. Donc, ils essaient d'imaginer de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes de gestion, etc. Cette personne peut aimer prendre des responsabilités si elles sont source d'enrichissement. Donc, elle demande la prédisposition à accepter de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches, etc.
Bien sûr, le mode d'organisation adopté il est tout à fait différent par rapport à celui qu'on a vu pour les gens de la théorie X. Donc, il faut adopter un système de management qui est souple. Il faut leur donner de l'espace, ou bien de l'autonomie, ou bien de la flexibilité pour qu'ils réalisent leur objectif. C'est un mode d'organisation qui est participatif. Qu'est-ce qu'on entend par participatif? C'est le fait de leur donner la chance de donner leur avis, leur opinion, de participer à la gestion courante, quotidienne de l'entreprise, etc. Et bien sûr, c'est un management basé sur la confiance. Ils n'ont pas besoin d'être contrôlés pour travailler. Donc, automatiquement, c'est un climat de confiance qui doit régner au sein de l'entreprise. Très bien. Et bien sûr, les moyens d'y parvenir, comment on va gérer ces personnes en adoptant un système de gestion qui est basé sur la participation du personnel à la fixation des objectifs. Et il ne faut pas que le supérieur hiérarchique fixe lui tout seul ses objectifs. Il faut appeler ces gens, les faire participer pour la fixation des objectifs. Et bien sûr, il faut décentraliser les responsabilités. Les personnes n'aiment pas ce qu'on appelle la centralisation des responsabilités. Ces personnes veulent qu'elles soient impliquées dans la gestion du service ou de l'entité ou la même de l'entreprise.